l'enthousiasme. J'ai une idée, waouh, je suis super content, je veux organiser des dictées. Je vais avoir la deuxième réalité. Je propose ma dictée, personne n'en veut. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi les gens ne veulent pas que je juste lise une dictée ? En quoi elle est pertinente, mon offre ? Et puis si je franchis ça, derrière, je vais pouvoir proposer le projet, faire des opérations valorisées, tu vois. Si on parlait de coûts, il y a le Stade de France, il y a la dictée de l'espace avec Thomas Pesquet, les Champs-Élysées, même si je n'étais pas l'organisateur évidemment, ou récemment le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Donc les coûts que tu vas faire, ça va donner un rayonnement à ton projet. Et là, derrière, il faut de la trésor. Et surtout, il faut que tu puisses monter en puissance et te sentir en fait cette zone, tu sais, qui n'est pas une zone de confort, ta zone de génie, où tout ce que tu vas développer, ça va ouvrir les champs du possible. Donc voilà les premières difficultés, c'est la trésorerie et l'état d'esprit, pouvoir être le plus lucide et le plus serein pour aborder un projet. Donc là, je dirais que la première difficulté, c'est la viabilité de ton projet finalement. Est-ce que ton projet tient la route ? Est-ce que si demain, je lance, je sais pas, des donuts, si je lance une agence de communication, si je lance, quelle que soit, une boulangerie, en quoi est-ce que ce projet est viable ? Ça, c'est la première question. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez une super pêche et que tout se passe au mieux pour vous ainsi que vos business comme d'habitude. C'est encore vous, c'est encore moi, votre gars Sekou. Aujourd'hui, on est là pour parler entrepreneuriat, pour parler d'entrepreneurs qui ont fait et qui justement peuvent venir parler de leur parcours. Aujourd'hui, on accueille Monsieur Rachid. Je suis très ravi de vous le présenter aujourd'hui et très content. Pourquoi ? Parce qu'il a un parcours qui est hyper inspirant. Il a fait des choses et il est là aujourd'hui pour en découdre concrètement. Il est là aujourd'hui pour nous raconter son parcours entrepreneurial et au-delà de tout cela, raconter un petit peu comment est-ce que lui il a fait ses débuts. Donc bonjour Rachid. Bonjour Sekou. Comment tu vas ? Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs. Ça va très bien, merci. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation parce prie. que c'est vrai que t'es pas mal occupé avec mais ça va. L'entreprise, toutes ces choses-là. Donc je te remercie énormément d'avoir joué le jeu aujourd'hui. J'aimerais déjà avant de commencer que tu puisses te présenter. Tu me parles un peu de toi, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait. Parle-moi de toi. Alors quand tu dis parle-moi de toi, pour que je puisse mettre un cadre, sinon je vais parler pendant 1 heure, je vais faire un monologue. Tu veux aujourd'hui que je me présente sur mon activité et après on revient au fil de la discussion sur les différentes articulations du parcours ou est-ce que tu veux que je parle des débuts Un mix des deux. Un mix des deux. Parce qu'il y a l'entrepreneur, bien sûr, tout ça c'est pas coupé. Tout bien ça sûr, vraiment oui, c'est du one shot sûr, et ça j'adore. Et c'est bien que tu poses cette question justement. Alors moi ce que j'adore c'est l'entrepreneur, mais derrière l'entrepreneur il y a un humain. Tu vois, donc n'hésite pas à me parler de ce que tu as fait jusqu'à maintenant et qui tu es, quoi. D'accord, très bien. Je vais parler je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as parlé d'humain. Donc forcément, je pense que nos parcours sont liés à nos émotions, nos quêtes, nos enjeux et les victoires qu'on a envie de décrocher. Donc d'abord, je vais parler de la scolarité. Je ne vais pas forcément parler de ce que je fais aujourd'hui. J'ai 50 ans. Mine de rien, c'est une autre génération par rapport à toi, justement, qui est très connectée. Ou moi, c'est une autre époque, mais je pense que j'ai essayé de faire certaines mises à jour. Et d'abord, comme bagage au niveau scolaire, j'ai un niveau, je dis bien, bac professionnel, comptabilité. Okay. Alors, c'est un bac qui, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Moi, aujourd'hui, j'entends beaucoup parler de bac pro management, je ne sais pas si c'est STMG, des choses comme ça. Donc voilà, et j'ai une scolarité, en fait, c'est assez paradoxal, car j'avais quelques prédispositions, l'écriture, très jeune, et le dessin, mais le dessin, j'ai complètement perdu.
Et ça m'a permis d'avoir des acquis avec lesquels j'ai réussi à aller sans difficulté jusqu'au bac, mais en redoublant très souvent. Je parle de la scolarité, tu comprendras après pourquoi. Ok. Donc voilà, pour rigoler souvent auprès des plus jeunes quand je dois accrocher ou je travaille aussi en détention avec l'accès à la culture, je dis pour rigoler que j'ai redoublé 48 fois. Effectivement, j'ai redoublé le CP, j'ai redoublé la 5e, j'ai fait une 4e technologie, je suis revenu en seconde générale, je suis retourné en BEP, j'ai eu mon BEP et j'ai arrêté avec la nouvelle bac pro. Donc déjà, le parcours et l'abnégation, elle était déjà présente dans ma jeunesse. Donc ça, c'est la première chose. Après, me présenter aujourd'hui, mon activité professionnelle, c'est l'écriture. L'écriture, c'est assez large comme domaine, mais j'offre un service qui va être d'écrire. D'écrire aussi bien sous le format littéraire, donc du roman policier. Ça, c'est une activité annexe, mais qui est liée, qui nourrit le reste. Ok. J'ai aussi une seconde activité en tant que scénariste avec laquelle je lève un peu le pied. Et mon activité principale, c'est d'organiser des dictées. En fait, j'ai déposé une marque qui s'appelle La Dictée Géante, Monsieur Dictée aussi. Ok. Et grâce à ces deux marques, aujourd'hui, je propose des services aux entreprises, aux collectivités, aux grands événements, qu'ils soient sportifs ou culturels. Et également, je fais de la formation avec Monsieur Dictée. Donc ça, c'est mon activité actuelle. Et pour le coup, c'est vrai que lorsqu'on me pose la question quelle est votre activité, et que je réponds j'organise des dictées, on me demande si je suis prof. Je ne suis pas prof, je ne suis pas enseignant. Ouais. Je suis un organisateur d'événements et qui propose comme événement un temps où l'on prend sa feuille, son stylo et on va se confronter à un texte de langue française où il va falloir écrire, faire le moins d'erreurs possible. Je ne parle pas la faute. Donc ça, c'est mon activité professionnelle. Et à partir de là, je crée de la richesse. Et cette richesse, je peux mener d'autres projets personnels. Voilà un petit peu mon activité actuelle. Et je suis passé par, effectivement, plusieurs expériences. Une première où j'ai fait 8 ans de presse avec un magazine gratuit qui s'appelait Five Style. 5 styles en français, ça fait bizarre, hein, c'est plutôt Five Style, ça fait un peu mieux. Et c'est un magazine gratuit diffusé à la FNAC et chez Courir pendant 8 ans, où ça a été une aventure éprouvante, enrichissante, mais stimulante. Et surtout, je dis que j'ai fait 8 ans de stage, en fait. 8 ans de stage, parce que cette expérience a été nourrissante. J'ai fait du street marketing. Donc, street marketing est notamment... pour moi, l'une de mes références, c'est Urbanact. Urbanact, une agence aujourd'hui qui s'est diversifiée, qui existe depuis, je ne compte même pas, je crois que c'est fin des années 90. Petit clin d'œil à Olivier Brandon, justement, qui a fondé cette agence. Et ensuite, je suis passé par l'écriture de romans pour aller vers le scénario, où j'ai réussi à concrétiser des projets, mais ça s'est déroulé sur quand même un espace-temps de 10 ans. C'est assez pour réussir à avoir 2 projets se concrétiser, qui ne sont pas forcément est un de mes projets, mais un autre où j'ai juste été... j'ai participé, contribué à ce projet, mais contribué vraiment dans une équipe d'auteurs, donc c'était pas non plus... j'avais pas un rôle clé, disons. Et pour en arriver aujourd'hui à cette activité qui est la proposition de dictée, mais avec toute une ingénierie culturelle autour. Ce n'est pas quand vulgairement je dis que j'organise des dictées, c'est pas juste arriver te lire un texte, c'est carrément construire avec un concours de textes. Ces textes, on a un qui est retenu pour être le texte éventuellement de la dictée. Je travaille sur de la mobilisation, de la stratégie, etc. Et peut-être l'un de mes points faibles, c'est le numérique, le digital, chose que tu maîtrises totalement. Il va falloir switcher très très vite. Intéressant ce que tu me dis, je te remercie déjà pour ce retour. Tous les entrepreneurs ont des histoires qui ont fait qu'ils shiftent et qu'ils deviennent entrepreneurs. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça y est, je vais me lancer? J'ai pas eu le temps de me poser la question de je vais me lancer. Comment ça a débuté, c'est assez dingue. Alors, je me rappelle moi d'une anecdote... Quand j'avais 10 ans, donc ma mère était caissière, mon père travaillait dans la logistique, il disait lui responsable de manutention. Et donc j'ai grandi à Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, milieu modeste, mais pas non plus, tu vois, ça allait. Hein, j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Et pour le coup, je me souviens d'une période où j'avais 10 ans et j'avais dessiné avec des feuilles canson, des petites cartes que j'avais découpées et que j'avais vendues en fait dans mon quartier, et ça m'avait permis de créer de la richesse. Et ça, c'était à l'âge de 10 ans, je sais pas si tu imagines.
Donc voilà, autre anecdote, quand j'étais petit, quand on pouvait pas, et on va penser que, parce que j'ai vu que Gims faisait la même quand il était jeune, je faisais des bonhommes de papier, canson, tu vois, plutôt urbain de l'époque, parce que c'était l'agence touriste, que tu avais plein de rêves, justement, que j'échangeais contre des jouets ou des choses comme ça, tu vois. Donc il y avait ce truc de la débrouille. Et la débrouille, c'est vrai que c'est un mot, ça veut pas dire être débrouillard, ce n'est pas entreprendre, mais tu vois que dans les souvenirs, il y avait déjà cette envie de trouver des alternatives. Donc voilà. Et comment tout a commencé concrètement en mai 2000, donc ça fait quand même 24 ans, Hicham Ofri, un DJ qui avait gagné les championnats de France d'IMC, qui est un ami d'enfance, me dit, donc il s'intéressait à tout ce qui était start-up, notamment sur les lancements de sites internet, me dit, les noms de domaine rap.fr et hip-hop.fr sont disponibles, il faut monter une société, une SARL, est-ce que ça te dit de faire ça avec moi ? Moi, j'avais pas de ressources particulières, à l'époque j'étais éducateur sportif en boxe thaï à Saint-Denis, et je sais pas, je lui réponds, parce que la débrouille, c'était déjà un truc, je lui réponds, bah, vas-y, ok, c'est parti. Et je me retrouve dans un truc où il y avait Stéphane Ackermann, Hicham Ofri, Olivier Brandon, justement, d'Urban Act, où on monte hiphop.fr, rap.fr, un site internet, et Olivier Brandon, justement, Urban Act, finance, mais rentre dans le capital et nous permet d'avoir tout de suite des locaux, un serveur, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les offres aujourd'hui, tu étais obligé d'acheter un serveur, ça a coûté un bras. Et il a permis que cette aventure démarre. Ça a duré 2 ans, mais on n'a pas vraiment créé... On a créé du contenu, mais ça a été un flop de par la mauvaise gestion d'Hicham. C'est pas un reproche quand je dis ça, c'est juste que Hicham a eu cette idée, il a été visionnaire, mais que derrière, il n'avait pas forcément les ressources et l'accompagnement pour pouvoir se projeter. Il y a une petite confusion dans cet élan assez dynamique et là, si tu veux, un projet global où tu as plusieurs personnes et le perso dans le sens où il disait qu'il avait déjà réussi. Je pense quelque part, il y avait cette dimension. Et finalement, le projet, il était avorté, mais avorté pour plusieurs raisons. Je pense que nous, on n'avait pas les ressources pour être bienveillants les uns envers les autres. Ça nous a amené à être en dualité, voire rivalité. Et au bout de ces 2 ans, on a réussi à lancer ce qu'on appelle un couplage. On a réussi de ses déboires à proposer une offre qui était un site internet hiphop.fr, rap.fr et un magazine papier qu'on pourrait appeler fanzine, mais ce n'était pas un fanzine parce qu'il y avait la dimension de vouloir de se professionnaliser, où on offrait la possibilité aux différents annonceurs d'avoir de la visibilité sur internet avec un site qui faisait quand même 100 000 visiteurs par mois à l'époque, aujourd'hui ça peut sembler ridicule, et une version papier, voilà, où tu avais un magazine gratuit à la Fnac, et la Fnac avait joué le jeu. Et voilà comment ça a démarré. Et je me suis retrouvé dans la presse à développer un projet qui, à la fin, était un support diffusé à 50 000 exemplaires dans toutes les Fnac, les enseignes Courir qui depuis ont eu une chute de vitesse en termes de boutiques d'enseignes parce qu'il y avait 200 boutiques à l'époque Courir et le modèle économique c'était la vente d'espaces publicitaires. Donc je te résume brièvement, mais voilà comment je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat et ces 8 ans, ça a été tellement de situations où il fallait se battre, il fallait tenir, rester debout. C'était 7 jours sur 7. Tu dormais avec les problèmes, tu te réveillais avec les problèmes. Tu avais des petites victoires, mais tu risquais une autre défaite derrière, etc. Voilà, c'était incroyable. Après, ça a été aussi des beaux coups en presse. Je me souviens d'une couverture avec une Miss France qui, à l'époque, dit « J'adore le 113 ». Matt Houston, qui à l'époque, souvent, il avait ce côté un peu clash, ça passait par nous. On a fait plein de coups, quoi. Et on faisait des couvertures, en fait, c'était culture urbaine. Donc, on avait des interviews de Booba, de Rof, mais aussi de sportifs. Donc voilà, je pense que le magazine, à l'époque, il faisait partie des peut-être top 5 en presse écrite, parce qu'on réussissait avec 2-3 ficelles à faire parler de nous. Puis après, on avait des partenaires... je pense à Trace TV, que ce soit Courir, la Fnac, etc. Donc, c'était une aventure incroyable. Mais quand je te parle de ça, c'est tellement loin en même temps. C'était 2003 pour Five Style, de 2003 à 2011, où après, j'ai arrêté parce que j'étais en indépendant et ce n'était pas possible en fait, de continuer dans ces conditions. De toute façon, on va revenir sur cette expérience-là parce que c'était début en entrepreneur. Non, j'ose pas dire c'était début parce que tu avais déjà... Ce sont mes débuts, clairement. Ce sont mes débuts, même si tu as un nombre d'années, ce sont clairement les débuts.
Et pour être transparent, même si je crée de la richesse, c'est une richesse où je ne payais que le tirage du magazine, que les frais annexes, etc. Donc, tu vois, je ne m'enrichissais pas. Tu avais l'impression que tu avais un magazine diffusé, mais tu dégageais pas de bénéfices assez conséquents. Donc ça, c'est aussi intéressant. On va parler de tout ça. C'est Ok. vraiment génial. Parce que tu as eu ce parcours-là, tu as eu ce retour-là. Et tu m'as parlé aussi de débrouillardise. Enfin, Oui. la débrouillardise, être débrouillard. Et tout à l'heure, il y a un mot que tu as dit qui m'a tilté. C'est il faut avoir de l'abnégation Oui. quand on est entrepreneur. Est-ce que tu peux revenir dessus? Quand tu es entrepreneur, en fait, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir l'idée du siècle, qui va tout cartonner. C'est quelqu'un qui essaye, qui va se planter, qui va se relever. Et qui limite va avoir cette gymnastique. Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Et à un moment, au bout de 10 chutes, tes chutes auront été des leçons ou des masterclass. Et au bout de 10 masterclass, tu deviens quelqu'un qui comprend et qui a appris de ses erreurs. Donc c'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a cette capacité. Parce que tu peux avoir deux cas de figure. Tu as celui qui va monter en puissance et qui s'enrichit de ses défaites qui deviendront finalement une grande victoire. Et puis tu as celui qui, bam, il a c'est le geyser, il trouve le truc, il cartonne. Mais derrière, il faut gérer et tu t'effondres aussi. Parce que ton truc, t'as tellement un confort que tu crois que c'est inépuisable. Et combien d'entrepreneurs qui ont fait des marques de vêtements, qui ont signé des deals, ou dans la musique ou ailleurs, qui ont connu un succès fulgurant et qui, derrière, se sont effondrés dès que, en fait, ils n'avaient pas ce modèle d'anticiper la suite, en fait. C'était une sorte de one-shot, mais un one-shot qui durait longtemps. Très intéressant. Franchement, hyper intéressant. J'aimerais que tu me parles un peu de tes galères du début. Des galères du début? Des galères du début, parce qu'il y en a toujours. Et on n'entend pas, enfin, on n'en parle pas souvent. Et l'un des objectifs de ce podcast, justement, est de faire en sorte que en fait, de vulgariser, c'est l'échec. Bien sûr. Vulgariser vraiment l'échec. Bon, on voit tout le temps à la télé ou peu importe les réseaux, les plateformes, que le français dénigre un peu, disons, l'échec, etc. Moi, j'ai plus envie de parler de ces Mais choses-là. ce terme-là n'est pas Voilà, juste, en ces fait. termes-là. Je te laisse finir. J'ai envie vraiment qu'on reste concentré sur, en fait, faire des échecs une force pour pouvoir avancer. Est-ce que tu peux me parler de ça? Déjà, la notion d'échec, c'est super. Je ne vais pas faire le philosophe, enfin, même quoique la philosophie, c'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est quoi? L'échec, si on doit l'utiliser, l'échec, c'est de ne pas aller au bout des choses. Et l'échec, tu peux le retrouver dans le sport, dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle, que tu sois entrepreneur ou salarié. Donc, c'est de ne pas aller au bout. Ne pas aller au bout, c'est ça l'échec. Maintenant que tu ailles au bout, et que tu en tires une satisfaction qui n'est pas forcément financière, mais qui va être « j'ai été jusqu'au bout, ça a été difficile, j'ai pas atteint les objectifs financiers ou numéraires ou tout ce que tu veux ». Eh ben, j'ai été au bout, je suis fier de ça. C'est un peu comme une course en fait. Souvent, on entend beaucoup le mot marathon ou une course de 10 bornes. Quand tu commences une course, l'idée c'est d'aller sur la d'arrivée, en fait, de franchir la ligne d'arrivée. Quand tu as franchi la ligne d'arrivée, quel que soit le résultat, tu es fier de toi. Après, effectivement, ce qu'il faut éviter, c'est les blessures. Parce que tu vas faire une première course, mais tu auras d'autres courses et tu vas monter en puissance. Donc, c'est cette notion vraiment, je pense qu'il faut parler plutôt d'une course de fond que d'échec. Effectivement, échec, ça a une connotation négative. Et la vie, elle est tellement courte, mais en même temps dense et différente qu'il faut vraiment pas parler d'échec, parce que l'échec, en fait, si tu veux, on a l'impression que tout s'arrête. La vie ne s'arrête pas. Tu peux être malade, tu peux être en rémission d'un cancer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tu vois, en fonction de comment tu vas ressortir, etc. Donc, c'est cette philosophie qu'il faut vraiment adopter. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, les principales difficultés. La première difficulté, c'est la trésorerie. La trésorerie. Si tu as une bonne idée, mais que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de financement, que tu ne peux pas développer cette idée, à la fois de manière opérationnelle, mais psychique, c'est hyper compliqué. Exemple aujourd'hui, la dictée, mon modèle économique, c'est quoi? C'est l'offre d'une prestation et d'un service d'accompagnement pour mobiliser un nombre de publics, proposer
une activité ludique qui répond à des enjeux sociétaux qui sont reprendre le stylo, qui va être une alternative aussi à cette addiction ou facilité d'utiliser uniquement les écrans, et à un moment ouvrir à l'autre. Donc mon offre culturelle, c'est ça. Et mon offre culturelle, elle a un coût qui me permet de dégager des bénéfices. Donc pour lancer ce projet, il me faut de la trésorerie. Il me faut de la trésorerie, pourquoi ? Pour pouvoir démarcher, produire du contenu, c'est-à-dire des plaquettes, etc., avoir une opération, pouvoir mettre en place une force commerciale, et derrière, pouvoir livrer les projets. Livrer les projets, c'est avoir des stylos personnalisés, des copies, des lots, et derrière, faire un peu de communication. J'évite les anglicismes, mais je voulais dire marketing. Donc voilà un peu la démarche. À partir de là, je connais le coût de mon projet, produit, de mon offre, et derrière, ma trésor, je l'ai et je peux la développer. Mais si j'arrive avec cette idée qui fonctionne déjà sans trésor, je ne peux pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est psychologiquement. Psychologiquement, c'est très important d'essayer d'évacuer au mieux tout ce qui peut polluer ton esprit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas avoir plusieurs zones. Tu vas avoir la première étape dans ton projet, l'enthousiasme. J'ai une idée, waouh, je suis super content, je veux organiser des dictées. Je vais avoir la deuxième réalité. Je propose ma dictée, personne n'en veut. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi les gens ne veulent pas que je juste lise une dictée ? En quoi elle est pertinente, mon offre ? Et puis si je franchis ça, derrière, je vais pouvoir proposer le projet, faire des opérations valorisées, tu vois. Si on parlait de coûts, il y a le Stade de France, il y a la dictée de l'espace avec Thomas Pesquet, les Champs-Élysées, même si je n'étais pas l'organisateur évidemment, ou récemment le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Donc les coûts que tu vas faire, ça va donner un rayonnement à ton projet. Et là, derrière, il faut de la trésor. Et surtout, il faut que tu puisses monter en puissance et te sentir en fait cette zone, tu sais, qui n'est pas une zone de confort, ta zone de génie, où tout ce que tu vas développer, ça va ouvrir les champs du possible. Donc voilà les premières difficultés, c'est la trésorerie et l'état d'esprit, pouvoir être le plus lucide et le plus serein pour aborder un projet. Donc là, je dirais que la première difficulté, c'est la viabilité de ton projet finalement. Est-ce que ton projet tient la route ? Est-ce que si demain, je lance, je sais pas, des donuts, si je lance une agence de communication, si je lance, quelle que soit, une boulangerie, en quoi est-ce que ce projet est viable ? Ça, c'est la première question. Parce qu'il y a aussi, tu sais, tout à l'heure, tu as abordé au début de la discussion, on a un véritable enjeu. Tu sais, dans le monde du travail, tu as des gens qui disent « Ouais, je vais au travail, moi, c'est pas ma vie, le travail, etc. » Sauf qu'on passe énormément de temps au travail et que l'enjeu principal pour un salarié ou un entrepreneur, c'est faire ce qu'il aime. Si moi, demain, je vais être artisan boulanger, artisan plombier ou dans la communication ou je ne sais quoi, ou je peux être dans le domaine bancaire ou le caritatif, faut que ça résonne avec mes envies. Faut que ce soit en phase avec ce que j'ai envie de faire. Et si je suis dans cet environnement, c'est du bonheur en fait. Tu sais, il y a l'adage qui te dit « Soucie-toi de faire un métier que tu aimes et tu n'auras pas de souci à te lever pour te lever chaque matin. » Alors, je ne l'ai pas bien formulé, mais tu vois un peu l'esprit. C'est concrètement ça, ouais. Quand tu te lèves le matin et que tu aimes ce que tu fais, tu ne vas pas au travail. Moi, aujourd'hui, organiser des événements, faire de la transmission autour de l'écriture et de la lecture, j'ai pas l'impression de travailler. Et pourtant, je travaille dur, mais c'est un véritable plaisir, avec forcément des heures, etc. Donc voilà un petit peu pour illustrer les principales difficultés de tout entrepreneur. Un projet, c'est sa viabilité. Essayer de voir si les émotions ne nous dépassent pas et de voir comment on peut le mener. Et tu auras une première difficulté, ça va être la trésorerie, comment tu vas développer ton projet. Et un projet, tu ne développes pas en 6 mois. Il faut de la trésor, je te parle d'années en fait. D'années, c'est quoi ta stratégie, etc. Donc tu vois, après cette première question, elle en amène d'autres. Intéressant. Du coup, j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu as fait pour tes débuts, pour faire... chez nous, chez TBP Entrepreneur, nous, ce que l'on dit, c'est que pour avoir ton projet de base, en tout cas pour lancer ton projet qui soit efficace, au début, il faut mettre l'accent sur 2 branches d'affaires très, très importantes qui concernent l'acquisition de clientèle. C'est-à-dire que la prospection, aller chercher la clientèle, etc. Et de l'autre côté, développer son produit. Donc du 50-50, 50-50, 50-50. Et j'aimerais savoir, toi, au début, comment est-ce que tu as fait tes acquisitions clients ?
Tu parles pour la dictée ou dans la presse écrite? Parce que la presse écrite, c'est très, très intéressant. Vas-y. Presse écrite, disons. Ok. Presse écrite, au départ, je ne connais pas tout ce qui est développement commercial. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un magazine et je pense que je vais récupérer un portefeuille client en communiquant, en essayant d'avoir les coordonnées de la personne qui s'occupe de telle marque de basket, enfin de sportwear ou culturel et tout, lié au 15-25 et dans le champ de la culture urbaine, pour ne pas dire culture hip-hop. Et pour le coup, je contacte à l'arrache sans avoir de plaquettes et ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que j'ai pas les arguments et je ne sais pas résumer la force de mon produit, de mon support. Donc ça a été la première chose, c'est d'abord, que vas-tu raconter? Comment tu vas convaincre? Pour ensuite présenter auprès d'éventuels annonceurs. Et comment tu vas pérenniser tout ça? Comment tu vas gérer la concurrence? Donc ça, c'est le portefeuille client, effectivement. C'est un portefeuille où je pense que quand tu démarches, il ne faut pas être un commercial. Il faut être quelqu'un qui aime les gens, qui les rencontre, qui répond à leurs demandes en étant évidemment dans son champ de services, d'offres, etc. Donc ça, j'ai appris sur le tas. Et c'était marrant parce qu'au début, je n'avais pas les codes, j'envoyais le truc, je ne comprenais pas, je butais. Et puis après, c'était plus subtil. J'envoyais mon magazine sans rien. Je rappelais pour demander l'avis sur le magazine, l'évolution. La personne me parlait et on tissait un lien. Et assez naturellement. Et je le faisais vraiment en me disant, peut-être que quelque chose aboutira. Et des fois, j'allais spontanément, je contactais des grands comptes en disant, mais vous faites telle chose, moi je réponds tac. Et j'y allais au culot, un peu jouer sur ce côté un peu entrepreneur, à la fois social, qui se fait entre guillemets à lui-même. Hein, on se fait jamais, on est toujours en équipe. Et ça matchait. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai développé le portefeuille client. Aujourd'hui, mon portefeuille client, tu sais, j'ai une phrase. Mon CV, il est dans les projets que j'ai menés. Et quand je te dis ça, je te dis juste dictée au Stade de France, dictée de l'espace, ou récemment dictée Champ de Mars. Tu vas googliser, tu vas regarder, tu vas dire, ah ouais, ok, c'est toi qui as fait ça, ok. Et comment tu as fait ça? Et comment tu as rassemblé 1000 personnes ou 1500 personnes, etc. Et je vais dire, voilà, il y a deux champs. Tu vois, l'écriture et l'événementiel et passer un bon moment. Donc, l'idée, quand ta marque devient forte derrière, c'est plus tu proposes tes services. Et là, tu es dans une zone de confort. Mais pas une zone, tu sais, quand on dit confort, la rétention. Non, tu es dans une zone de confort parce que là, tu es sur un terrain, c'est ton terrain. Tu vas proposer des choses, tu vas avoir une confiance et une expertise. Et ça va être très simple pour toi. Mais revenons sur une chose importante. Aujourd'hui, en 2024, j'ai commencé en 2000. 24 ans se sont écoulés. Et ce que je ne souhaite pas justement aux personnes qui vont écouter cet échange ou le regarder, c'est de pas prendre 24 années. Le temps, il faut laisser le temps au temps, évidemment. Mais si tu veux, toutes les erreurs que j'ai pu faire, c'est peut-être en étant accompagné, conseillé, etc., peut-être mettre 12 ans, c'est bien. Intéressant, très intéressant. On a parlé d'acquisition client. Ah oui, j'ai pas parlé de la deuxième. Vas-y, je t'écoute le produit. La deuxième, c'est comment tu as réussi à développer ton offre. Ouais. Alors, mon offre, c'est super intéressant ce que tu me dis. Cette offre, elle a commencé avec un acteur associatif de la dictée. Et en fait, on s'est séparés. Après 4 ans et demi, je voulais plus travailler avec lui. Et lui avait fait d'autres plans aussi. Et chacun a mené sa dictée. Et on a dictée versus dictée. Et pour le coup, c'est super intéressant parce qu'il m'a permis de me stimuler. En fait, aujourd'hui, lui, sa stratégie, c'est de calquer ce que je fais. Et pour le coup, en fait, il est dans un truc de suivre, tu vois. Et pour le coup, moi, je m'amuse parce que justement, je vais développer, je vais aller là, etc. Et c'est super intéressant parce que le produit, ça m'a obligé et ça m'oblige à ne pas rester sur le même format et aller beaucoup plus loin. Donc, tu vois, ce qui est intéressant dans la concurrence, aujourd'hui, nous sommes 2 offres de dictée. Si tu regardes dans le sportwear, c'est pas 2 offres. Si tu regardes la communication, c'est pas 2 offres. Si tu regardes la restauration, c'est pas 2 offres. Donc la chance aussi, c'est que nous sommes 2 et qu'à 2, forcément, on a un espace privilégié. Mais pour le coup, moi, ça m'a permis de ne pas avoir la même offre. Et mon offre, elle a dû évoluer. Offrir des produits personnalisés, offrir des lots, offrir un accompagnement à la mobilisation,
offrir de la qualité dans les textes que tu proposes. Donc, il y a tout ce contenu-là, où là, effectivement, mon offre, je l'ai différenciée. Alors, je te donne cet exemple. Et quand j'étais dans la presse, c'était pareil. Tu avais un top 5, il y avait de la presse gratuite, de la presse payante, il y avait des canaux de diffusion, et il fallait te démarquer. Donc, effectivement, ton produit ne peut pas rester le même. Et aujourd'hui, un autre sujet très, très intéressant, c'est que dans les offres, dans mon domaine d'activité, aujourd'hui, même les collectivités, elles développent leur propre dictée. Parce qu'elles ont vu, elles se disent, bah attends, on a besoin de personne pour développer. Et pour le coup, ce que moi je vais amener, c'est, vous faites une dictée, elle est super intéressante. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et pas qu'une simple dictée, mais en restant dans ce champ. Donc voilà un petit peu les enjeux autour d'une offre. En fait, ton offre, elle doit toujours évoluer. Et pas forcément, il ne faut pas mettre de la cosmétique dans ton offre. Il faut travailler le fond. Quelle histoire racontes-tu? Et c'est là où intervient mon travail de narration, narrateur, scénariste, etc. Quelle histoire je vais te proposer? Quelle histoire on va imaginer ensemble qui va répondre à tes rêves? Tu sais, dans ton offre, c'est une promesse. Tu fais une promesse. Pas la promesse de manière au sens littéral. Genre, promesse, c'est comment je me projette, comment je mobilise, comment je vois cet événement. Et je vais répondre à cette promesse. C'est ma prestation, c'est ça en fait. C'est, ok, j'ai un outil, tu as une vision, et comment cette promesse, je vais la tenir. Et je te donne l'exemple du Festival du Livre de Paris. En très peu de temps, on m'a fait confiance, justement. La direction du Festival du Livre de Paris m'a fait confiance. On s'est projeté et on a réalisé un truc qui était au-delà de nos attentes. Parce que justement, on était dans cette quelle est la promesse? Et pour ma part, le côté opérationnel, et on a travaillé, c'était un plaisir. Tu vois, j'ai même pas eu le sentiment d'eux. Et puis après, il y a les partenaires. Et les partenaires sont très importants. Intéressant, intéressant, génial. Merci pour ce Je retour t'en prie. aussi, hein, cette petite, disons cette petite punchline de fin. J'aimerais savoir aussi, tout à l'heure tu m'as parlé de quand tu vends pas. Enfin, Ouais. tu m'as parlé du fait de l'importance de la relation humaine. Et moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois que j'accompagne nos entrepreneurs, c'est que j'essaie de leur dire que, mais allez pas vendre, allez nouer des relations, tu vois. J'aimerais que, enfin, je vais m'arrêter là pour moi. J'aimerais Ok. que tu me parles, toi aussi, justement, de l'importance en fait, de considérer l'humain au-delà de tout ce qui se passe actuellement, parce qu'on parle beaucoup de digital, on parle des CEO, SIA, toutes ces choses-là, on parle d'Internet, les lives, toutes ces choses-là, que tu me parles de l'importance de la relation humaine bah, pour le développement d'un business, quoi. Je pense que là, tout à l'heure, on parlait de nos émotions. Nos émotions, elles sont liées à notre personnalité, à notre quête. Alors, tu vois beaucoup de gens aujourd'hui qui vont parler de failles, etc. Et, euh, et je dirais que par rapport à la force commerciale d'un projet, ce qui est important, tu sais, j'ai parlé tout à l'heure de promesse. Donc, ça veut dire que tu vas proposer une offre. Cette offre, tu n'arrives pas en disant vas-y, c'est cool, je vais te vendre quelque chose. Je vais d'abord discuter avec toi. Je vais voir si ce que je fais, si mon activité, mon offre, ma vision t'intéresse. Et si elle t'intéresse, alors on peut commencer à discuter. Et je vais te montrer tout ce que je peux te proposer. Et en fonction de tes envies, de ce qui te fait réagir, bah, je te propose justement une recette. Tu vois, si on devait faire une comparaison, je pense que le mot vendre, il est trop vulgaire, il ne correspond pas à la réalité. Parce qu'en fait, tu as une rencontre entre deux personnes. Maintenant, si tu arrives et tu proposes quelque chose et tu débites et il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, ouais, c'est de la vente. Mais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Ça correspond finalement à ce que je disais tout à l'heure. Tu as une opportunité et tu dégages ça. Tu le proposes aux gens et ça, c'est pas ça en fait. Quand tu développes un projet, ton projet, il doit transpirer tes valeurs. Tes valeurs, tu les partages avec d'autres gens et ensemble, vous construisez. Donc, quand tu vois, il y a une co-construction, il y a un développement, il y a une proposition. Donc, effectivement, ça reste du relationnel, ça reste une offre. On est dans du commerce puisque tu vas proposer un service, mais tu n'es pas en train de... C'est pas vulgaire et c'est pas... Tu vois, donc, c'est toujours un vrai sujet. Et c'est vrai que le fait de dire commercial, vendre et tout, on a l'impression que tu t'es prêt à tout. Alors que non, en fait. Tu vas proposer un projet et en fonction de la qualité de ta réflexion, de ton expérience, de ton vécu, de ta marque,
en fait, tu vas réussir à construire un lien et ensemble, vous travaillez sur un projet. Donc, voilà un peu ma vision. Moi, j'aime pas l'impression de... Il n'y a pas une... tu es au service de personnes, donc de clients. On peut appeler ça un client, il y a rien de mal à ça. Mais tes clients, ce sont des gens avec qui tu vas tisser des liens. Et plus tu vas proposer de la qualité, et plus tu vas pérenniser ton projet. Donc, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, l'aspect relation professionnelle est beaucoup plus adapté. Et c'est vrai qu'après, vulgairement, on va parler de, quand on est dans le commerce, portefeuille client, prospect. Alors, ce sont des termes qu'on peut utiliser. Je fais de la prospection, mais ma prospection, elle se fait de manière organique et en phase aussi avec ce que je te propose ou ce que je propose. L'humain avant tout. Exactement. L'humain, on a besoin de ça. Et l'humain, c'est le cœur de tout. On a beau être dans le digital, tout à l'heure, tu l'as dit, les référencements, etc. Combien tu as de propositions que tu vois sur le papier, sur la toile, qui sont hyper intéressantes. Et derrière, tu te fais ponctionner, mais il n'y avait rien d'humain, en fait. Il n'y avait que quelque chose de beau et derrière, qui ne répondait pas à cette fameuse promesse, à tes attentes. Donc, tu vois, l'humain, il est au cœur de tout. Maintenant, l'humain, c'est le noyau. Et après, ça s'étoffe avec différents canaux, le digital, le physique, la démonstration. Il faut quoi comme mindset pour être un bon entrepreneur, selon toi? Surtout à ses débuts. Bon, tout à l'heure, c'est vrai que tu m'as parlé d'abnégation, déjà. Quand tu dis abnégation, je pense que ça fait écho également à la motivation. Oui, bien sûr. Mais il faut quoi concrètement? Non. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Non, pas du tout. C'est une fibre. Être entrepreneur, c'est prendre des coups. Être entrepreneur, c'est se casser la figure et se relever. Tout de suite, bam, tu tombes, tu te relèves. Être entrepreneur, c'est pouvoir mener plusieurs batailles. Tu traverses les époques, etc. Tout le monde n'a pas ces dispositions et c'est pas un mal. Tu peux être salarié, tu peux être dans un domaine où tu t'éclates et derrière, tu construis et tu as besoin de ce confort et tu as besoin de te protéger. Et tu as d'autres gens qui ont cette fibre d'entreprendre. Entreprendre, c'est pas pour tout le monde. Faut arrêter de vendre aux gens, tu vas être entrepreneur, te mettre à ton compte. Parce qu'aussi, quand je parle avec les plus jeunes, quand on parle d'entrepreneuriat, tu as beaucoup de gens qui pensent qu'être entrepreneur, c'est se lever à l'heure qui nous arrange et de faire notre propre calendrier ou planning. Mais pas du tout. Tu te couches avec ton projet, tu dors avec ton projet, tu te réveilles avec ton projet. Et projet, ça peut être l'idée que tu veux développer, ça peut être les problèmes, ça peut être problème de trésorerie. Je vais te raconter un truc c'était un trauma. C'est un trauma de ouf. Un trauma, carrément. Un trauma, c'est le terme. Dis-moi. Quand je faisais de la presse écrite, c'était un mensuel. Donc, une fois par mois, j'étais en galère financièrement. Et donc, on finissait avec le maquettiste de monter le magazine et je l'envoyais à l'impression. Quand je l'envoyais à l'impression, j'envoyais donc le fichier à l'imprimerie. À l'époque, laisse tomber, il fallait aller le déposer sur DVD et tout, laisse tomber, quelle époque. Et on finissait le dimanche soir le bouclage. Donc, après avoir repris, revérifié, etc. Et tu avais toujours des coquilles qui passaient et tout. Et le dimanche soir, j'avais une boule au ventre. Pourquoi ? Parce que quand je déposais le fichier, fallait déposer aussi le chèque. C'était à l'époque des chèques. Le chèque, en sachant que j'avais toujours un problème de trésor, de gens qui ne m'avaient pas payé, qui allaient me payer dans 2-3 jours, où il fallait que j'aille chercher la trésor qui me manquait. Et quand le dimanche s'arrivait, le dimanche après-midi, t'es là, t'es fébrile. Tu te dis, waouh, je mets ma tête à couper encore. Est-ce que ça va passer ou pas ? Est-ce que je vais être interdit bancaire ou pas ? Si j'ai une galère avec l'autre qui m'a dit, va me payer, non. Et tu déposes ton fichier le dimanche soir. Et le lundi matin, 9h, tu sais que la banque, elle va ouvrir. Et qu'il va falloir, dans les 24 heures, le manque financier, les 5-10 000 euros qui manquent, que tu n'as pas en trésorerie, t'es fébrile en fait, t'es fébrile. Et comme ça jusqu'au mercredi. Une fois par mois, c'était ça. Wow. Et t'es là. Et tu sais, je sais pas, c'est comme si tu vas à l'abattoir, t'es là. Et tu peux pas l'éviter ce truc-là. Et chaque mois, c'est pareil. 71 mois comme ça. Wow. 71 numéros du magazine. Et je peux te dire que ça, c'est une réalité. Ce trauma, tu vois, on est lundi aujourd'hui. Oui. Hier, j'étais en famille, je kiffais. J'étais là, c'était cool. Et tu sais, le dimanche, t'as toujours une petite piqûre de rappel. Tu te dis, ah ouais, tu te rappelles. T'es le
le dimanche vers 20h30, 21h, tu sais que la nuit, elle va être longue parce que tu vas avoir une insomnie. Tu sais que la matinée, tu vas vouloir que le temps s'arrête jusqu'à 9h. Parce qu'après, c'est ça l'abnégation. C'est comment tu gères ça. Donc, non, tu vois, je t'en parle et je me dis, ah ouais, qu'est-ce que c'est galère. Qu'est-ce que c'est galère. Et c'est un peu comme les gens quand ils disent, des fois, tu vois des gens qui te disent, ouais, purée, le dimanche, fin de journée, j'ai le blues. La semaine de travail va reprendre, j'ai l'appréhension de retourner au boulot. Ah purée, moi, j'avais pas l'appréhension de retourner au boulot, j'avais l'appréhension du banquier. Comment si je réussis pas et je retombais toujours sur mes pattes. Et il y a 1-2 fois où j'ai eu des vraies galères de trésor. Ouais. Des vraies galères de trésor. Et j'ai une marque qui s'appelle Vronk, ce sont des amis, c'est des frères en fait. Vraiment, quand j'utilise le mot frère, bah, ils ont été là. Ils ont été là, ils m'ont aidé dans la trésor. Et c'est des vrais partenaires. Et tu vois, j'ai eu cette chance en fait d'avoir des gens qui, quand le banquier t'appelait et le manque, ce que tu devais combler financièrement n'était pas là, bah, j'ai eu cette chance en fait, tu vois. Donc, quand je t'ai parlé de trésorerie au début, t'inquiète pas, hein. Je t'ai expliqué la raison pour laquelle j'ai parlé de trésorerie, mais je t'assure que c'est un enjeu. Et on n'est pas tous avec des accès à pouvoir prendre des crédits, etc. Puis j'avais déjà des choses en cours. Donc ouais, non, c'était fou. Tu vois, je t'en reparle, je me dis, waouh, quelle époque. Ça va aller. Ah, ça va là, maintenant. Je fais plus de presse. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Parce que tu sais, Rachid, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent compte de ça, de la difficulté qu'implique l'entrepreneuriat. Il y en a énormément qui veulent se lancer parce que c'est vrai qu'on voit sur les réseaux liberté financière, travail de Bali, faire ceci, faire cela. Ouais, les nomades, ça existe. Hein. Oui, bien sûr, c'est stylé. Je pense qu'il y a... Bon, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves, mais je pense quand même qu'il y a... beaucoup, arrête, c'est pas la langue de bois, sois sérieux un peu. Bon, dans ce monde il y a des gens qui vendent du rêve, mais ils ne parlent pas des cauchemars qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Ils en parlent pas. Voilà, ils vendent du rêve, mais parce que derrière, il y a des gens qui vont dire, je vais investir, waouh, tu me fais rêver, t'as tant de followers, non, etc. Ouais. Mais derrière eux-mêmes, tu vois, ils ponctionnent d'autres gens. Mais carrément. Donc non, on va se dire, c'est l'Eldorado aussi aujourd'hui, le digital. T'as des gens qui bossent et qui sont carrés, puis t'as des gens aussi qui profitent de la vulnérabilité d'autres. C'est la vie, hein, malheureusement, c'est la jungle. Mais tu sais, je trouve ça pas normal, justement, et injuste. Parce que moi, j'en fais un petit combat aussi, d'ailleurs, d'où l'importance de ces types de podcasts. L'idée n'est pas de dire entreprenez tous, parce que je suis du même avis que toi, c'est pas tout le monde qui est capable d'entreprendre. Oui. Voilà, chacun sa situation, etc. Mais au-delà de ça, ne pas entreprendre n'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas, t'as échoué dans ta vie. C'est pas un échec, exact, c'est super important. Tu vois, ouais. Je vais rebondir sur une chose. Et je pense qu'il faut le rendre aussi. Aujourd'hui, que tu sois salarié ou à ton compte, ce qui est important, c'est comment toi, tu es en phase avec toi-même. Et parce que tu sais, on parle beaucoup d'entrepreneurs, mais pour le coup, pour moi, les salariés qui sont dans l'entreprise, qui apportent un truc, qui s'investissent, etc., mais c'est l'équivalent des entrepreneurs, il n'y a pas de problème. Tu peux entreprendre ta carrière, etc., au sein d'une boîte. En fait, c'est juste que les risques, c'est pas ton truc, tu es beaucoup plus structuré, et puis que t'as fait des études et tu as des diplômes, etc. Et puis demain, tu pourrais être consultant, expert, etc. Et moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des études, qui sont cadres dans des boîtes et qui développent des choses à côté, dans la culture, qui sont épanouis. Donc ça, c'est important aussi, parce que tu as vu, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on veut tous être à notre compte, c'est pas une réalité. Moi, si demain je dois retourner travailler avec un travail, je dirais alimentaire, eh ben j'irai, mais je le ferai. J'essaierai de trouver quelque chose qui me permette tous les matins quand je me lève d'être motivé. Et puis après, je sais faire avec les contraintes, quoi. Mais c'est important, tu vois, c'est important de rétablir ça, parce que tu as l'impression, on est tous, tu vois, la caricature des agents ou je ne sais quoi. On n'est pas tous entrepreneurs et on n'a pas tous cette capacité. Donc c'est important de valoriser en fait le salarié comme l'entrepreneur, comme la personne qui est en insertion professionnelle, comme la personne qui se reconstruit, comme la personne qui peut être en détention. Voilà. D'accord. Parle-moi d'autres. Là, tu m'as parlé de galères de trésorerie. Bon, j'imagine que tu as eu d'autres galères. Il n'y a que des galères dans l'entrepreneuriat. Que faisons-nous là? Franchement, il n'y a que des galères. Et je reviens sur ce que tu dis. Hein. Je plaisante, c'est qu'il y a beaucoup de galères. Il y a beaucoup de galères, mais il y a aussi de la satisfaction. Il y a beaucoup de satisfaction. Parce que par exemple, tu vois, moi, très, très, très souvent, 90% de mes samedis, je suis là. Je bosse. Et disons, j'abuse, 30% de mes dimanches, je suis là aussi.
et je bosse. Tu Ah vois, bon? je charbonne. Genre, t'as pas les week-ends Il n'y a pas vendredi de à 17h? week-end. Ah bon? Non, il n'y a pas. C'est bizarre, ça. Ça n'existe pas. Incroyable. Ça n'existe pas. Et genre, Fifi. quand tu te couches le soir, tu penses au travail? Oui. Mais comment est-ce possible? Bah écoute, je suis posé dans mon lit comme ça et je me dis. T'as je des idées. prépare, J'avais oublié ouais, ça ou ça. Et le voilà, truc de- est-ce que les articles de blog sont prêts? Ouais, tout Parce qu'il est- faut qu'on travaille sur le SEO. Ouais, ouais. Et ben j'ai un podcast lundi matin, il Ouais, faut que je est-ce le que je- prépare. exactement. Il y a ceci, il y a cela. Très carré, Ah, mais il y a ce. Ouais. Il y a ce prélèvement qui va passer. Bien sûr. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Il y a trop de choses. Tu Il y a vis avec. énormément de choses en Mm. tête. Il y en a, ils perdent leurs cheveux très, très jeunes. Non, ça va, t'as encore Moi, de la je chance. trouve que ça va. Mais ils sont blancs. Quand ma fille, elle me dit, ouais, papa, t'es vieux. Oui, je t'explique pour quelle raison. J'ai pas perdu les cheveux, mais. Mais ils c'est sont franchement, décolorés. c'est Oui, c'est complètement fou. clairement, clairement. Oui, Et, pardon, je rebondis sur ce que tu disais. Oui. Mais évidemment, j'ironisais tout à l'heure. Mm. Mais évidemment, quand t'as un projet, tu vis avec. Comme je te disais, tu dors avec, tu laisses tomber, tu manges avec. Donc, c'est évidemment, il n'y a pas de. C'est captivant, éprouvant. Mais je pense que tu as une satisfaction aussi. Tu vois, c'est un truc de limite pour moi, c'est du combat libre, en fait, l'entrepreneuriat. Mm. Et je pense que tu es un combattant et voilà, et que tu t'aimes le combat, tout simplement. Et que Carrément. dans ce combat, effectivement, tu as d'autres difficultés que la trésorerie. Clairement. Si demain, tu as, un de tes enfants qui vient de voir et dit papa, je veux me lancer en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu me conseillerais? J'ai mon fils déjà qui est dedans, Ah bah dans voilà. le digital, justement. Génial. Il sait ce qu'il veut faire, la cybersécurité. Cool. Et Ok. pourtant, c'était quelqu'un de... Je suis très fier de lui, en fait, qui était très réservé, etc. Et pour le coup, il a cette projection. Et même ma plus grande aussi, tu vois, elle va être dans la culture. Donc, ils font leur vie, en réalité. Tu vois, quand je te dis ils font leur vie, c'est qu'ils se feront... En tant que parents, nos enfants se feront leur expérience, tout comme nous avons fait notre expérience. Après, effectivement, en tant que parent, tu es là pour essayer d'accompagner tes enfants, mais tu sais très bien que tes enfants, soit ça peut être fusionnel, vous pouvez être proche, ou ça peut être aussi de vouloir s'émanciper et se construire. Donc, je pense que tes enfants, c'est un peu comme des gens qui vont devoir évoluer. À travers les valeurs que tu vas défendre, à travers ton comportement, on va voir en fait comment tu fais et ça va les nourrir indirectement. Donc, j'ai pas forcément de conseils. Je me dis que voilà, si demain, effectivement, des conseils à donner, évidemment, mais ça se fait assez naturellement. Puis tu vois tes parents, en fait, tu les vois dans leur environnement. Donc, je pense que mes enfants, dans ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont en train de trouver leur voie et je trouve que c'est une belle chose que ça se fasse le plus tôt possible. Comment t'en parles, t'as des étoiles dans les yeux là. Ouais, parce que c'est la parentalité, c'est une forme d'entrepreneuriat, c'est un projet de vie et c'est de la transmission et c'est humain et puis c'est une partie de toi, donc c'est beau. Ça t'a changé en tant qu'entrepreneur devenir parent? Est-ce que tu t'es senti un petit peu moins, disons, moins casse-cou, moins Non, aventurier? parce que en fait, mon premier enfant, je l'ai eu quand le magazine est né en 2003 et j'avais un autre boulot alimentaire à côté. Ça, je te l'ai pas dit, tu vois. Mais j'avais un boulot alimentaire. Donc ça veut dire que je menais de front 2 vies professionnelles. Je réussissais à mener ce projet pro qui me permettait de payer mes charges. Et je menais un autre projet où je payais d'autres charges aussi. Et pendant longtemps, ça a été super intéressant parce que c'était un plafond de verre d'être sur 2 fronts. C'était une énergie aussi que je n'ai pas dédiée entièrement au projet. Alors, je l'ai dit, hein, c'était à fond, mais ça montrait aussi ma détermination et mon envie de mener le projet. Et tout à l'heure, pour rebondir, tu sais, tu parlais des enfants, mais je vais revenir aussi ce que tu as pu évoquer, c'est les relations humaines. Dans un projet professionnel, c'est extrêmement difficile, les relations humaines, parce que tu as ton projet, tu as ta vision, tu as tes erreurs, évidemment, tout ce qui va avec. Et tu sais, je t'ai parlé justement du point de départ, Hicham Ofri, Stéphane Ackermann, Olivier Brandon, avec qui j'ai commencé. Je n'étais pas du tout un entrepreneur. Finalement, aujourd'hui, il y en a 2 avec qui je suis en Olivier, je pense, ouais, je suis vraiment en bon terme et tout, il n'y a pas de sujet. Mais Hicham et Stéphane, ils ont fait leur vie. Et tu vois, les relations humaines, en fait, ce projet ensemble, il a aussi détérioré nos
nos relations humaines. Donc, l'entrepreneuriat a bien plus que l'aspect pécunier de la trésorerie. C'est aussi l'impact qu'il peut avoir dans tes relations. Et puis, les relations que tu vas rencontrer. Tu sais, tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas faire un bout de chemin. Ça va durer. Il y en a avec qui ça va bien se terminer. Tu vois, ça veut dire que chacun aura trouvé son équilibre et va avancer. Puis, tu en as d'autres avec qui ça va être des confrontations, d'être dénigré, tout ce que tu veux. Et puis toi aussi, hein, tu peux après, moi, c'est pas dans ma politique, je suis plutôt taiseux comme personne, mais ça te mettra aussi des colères. Hein. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là, émotionnelle, qui est pas que la quête d'eux, c'est aussi comment tu vas gérer les différences et les envies de chacun, en essayant de garder le cap. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et après, réussir aussi. Je pense qu'à réussir à avoir confiance en l'être humain, c'est hyper difficile. Aujourd'hui, j'ai confiance, j'ai toujours cette confiance en l'être humain, mais le vécu et les expériences que j'ai pu avoir, tout de suite, il va y avoir des signaux et je sais où ça va aller et tu gères tranquillement, quoi. Après, ce qui est intéressant, ce sont les rencontres d'autres personnes accomplies. Les personnes accomplies dans leur environnement professionnel, quand vous rencontrez, ça devient des partenaires, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est un autre niveau. Dédicace à Monsieur Nono Arnold, il sait de quoi je parle. Merci beaucoup pour ce retour également. Tu as parlé de relations humaines, tu as parlé de partenaires et d'associés également en même temps. Je pense que si tu es chaud, on pourrait se faire une autre partie, un autre moment, enfin un autre jour. Ça serait hyper intéressant justement qu'on aborde ce thème de l'importance de bien s'associer. Oui. Parce que selon moi, l'association, c'est comme un mariage, Ouais. tu vois, enfin, surtout quand tu es en entrepreneuriat. Et là, j'ai plus envie de parler de cette partie début, débrouillardise, etc., qui est super intéressant. Et j'ai envie de parler un peu plus de ta dictée, parce que faire des dictées géantes comme ça, on se lève pas aujourd'hui et on se dit, bon, demain, je vais aller faire une dictée aux Champs-Élysées. Ouais. Tu réussis à réunir tant de personnes. C'est quoi ta secret sauce? Comment tu as fait? Alors, d'abord, une chose super importante, l'histoire personnelle. L'histoire personnelle, elle est simple. Mon père, on vient d'un milieu modeste. Ça, j'en suis assez fier, en fait. Je me rendais pas compte de ça. Mais mon père, ma mère est française. Elle a grandi dans le nord de la France. Mon père, il est marocain. Il vient de Marrakech. Et on vient d'un quartier très modeste. Donc, c'est la Médina et Baboukala. Et mon grand-père était chauffeur de calèche. Les gens qui connaissent Marrakech voient un peu ces calèches vertes avec donc ces véhicules qui vous font faire le tour de la ville. Il y a plusieurs moyens de découvrir Marrakech. On peut le faire à pied, on peut le faire avec, aujourd'hui on a même des bus, voilà, différentes manières, on peut prendre sa voiture, etc. Et mon grand-père, c'était justement son activité. Et mon père, lui, s'est fait virer de l'école très tôt. Donc le Maroc est francophone, comme on le sait. Et sa grande frustration, il s'est fait virer à l'âge de 12 ans de l'école. Donc on parle, mon père, paix à son âme, il est né en 46, donc ça veut dire qu'on parle de 1958. Et il s'est fait virer de l'école, et sa grande frustration, ça a été de ne pas savoir lire et écrire la langue française. Et lui, il kiffait ça. Il kiffait de ouf la langue française. Donc quand il est arrivé en France, fin des années 60, il était manutentionnaire. C'est d'ailleurs un chef d'entreprise qui l'a emmené ici et qui lui a déroulé, il lui a fait passer des cours du soir pour la langue française. Il l'a mis responsable de manutention. Il l'a vraiment pris comme son fils parce qu'il l'avait rencontré dans le cadre en tant que chauffeur de calèche où à l'époque, tu tissais des liens avec les mecs qui n'étaient pas là pour te ponctionner. C'était leur métier. Je parlais de vocation tout à l'heure. Et puis mon père apprend la langue française. Et quand moi, je suis né, donc je suis l'aîné, je suis né en 73, mon père, quand je rentre en primaire, en fait, c'était quelqu'un de très dur. Il m'impose de lui faire une dictée le samedi. Et le samedi, en fait, j'étais obligé de lui faire la dictée. Et je te parle de ça, je devais être en CE2. Donc tu lis la dictée à ton père, et mon père, tu sais, t'es petit, tu te crois malin, tu te dis, ouais, le vieux, je vais l'avoir, je vais lui balancer un mot. Mais mon père, il connaissait la définition, il me testait, donc il me reprenait sur les trucs. Et j'ai grandi en faisant des dictées à mon père. T'imagines, je lisais des dictées à mon père. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu une facilité avec la langue française. Parce qu'en fait, en m'imposant cet exercice que je détestais,
Le lire, hein, je te parle même pas, je détestais devoir lui expliquer le mot, je comprenais pas toujours, etc. J'étais vraiment petit. J'étais au début de mon apprentissage. Ben finalement, il m'a légué quelque chose qui aujourd'hui, quand j'explique aux gens que je faisais des dictées à mon père, qu'aujourd'hui l'organisation de dictée, c'est pas un truc qui est tombé comme ça. C'est pas une organisation de dictée, on a fait une dictée avec cet acteur associatif dans une cité et à Saint-Denis après, et j'avais été lecteur à Clichy-sous-Bois bien avant. C'est un truc que j'ai en moi, c'est mon histoire. C'est ça la dictée. Aujourd'hui, je te parle de Monsieur Dictée. Ma marque, c'est Monsieur Dictée. C'est pas la dictée Jean, c'est Monsieur Dictée. Et Monsieur Dictée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la maîtrise des mots, c'est l'accès à la culture, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat, le lien social. C'est tellement de choses. La construction, c'est essentiel. Et tu as deux moyens pour les mots, les utiliser. C'est soit je suis pas à l'aise et je vais écrire, je vais structurer, je vais évacuer, je vais mettre des mots sur mes émotions. Quand ici, parfois tu vas être en colère, tu sens que ton thorax te compresse et tu vas trouver les mots, etc. Tu vas les poser. C'est caricatural de dire ça, mais c'est une réalité. Et derrière, tu as aussi l'oralité. Tu as l'écrit et l'oralité. Mais avant d'utiliser l'oralité, ici, tu structures. Donc tu vas structurer en écrivant. Et quand tu réussis à écrire, tu peux passer directement même à l'oralité. Et ça, dans notre société, là je te parle de la langue française, qui est une des 10 langues les plus compliquées, bah, c'est structurant. Et c'est un enjeu de notre société. Donc il y a l'enjeu d'abord de communication qui te permet l'apprentissage, ton épanouissement en tant que jeune, mais aussi en tant qu'adulte. Donc tu vois, la dictée, c'est ça en fait. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est de rassembler des gens de toutes les générations autour d'un exercice et de le décliner sous différents formats et de le construire vraiment, de faire du sur-mesure. Et à partir de là, et pareil, je porte le propos en fait. Je porte le propos, ce que je te dis, c'est ce que je partage aux gens. Et les gens se retrouvent, se rassemblent et passent un bon moment et font des erreurs, mais la dictée n'est pas notée, etc. Donc voilà, c'est ce projet que j'incarne et que je propose. Hein. Je ne t'ai pas dit que je vends, je propose. Quand je dis aux gens que je vis de la dictée, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il est prof. Voilà, il est prof, donc non, je ne suis pas enseignant, je fais des événements. Et après, tu expliques, et puis les gens se disent, ah, ok, d'accord, et après, on te pose des questions. Et puis, il y a des partenaires. Je pense à Pilote Pen France, je leur fais une pub, qui sont engagés pour l'écriture, qui te proposent des stylos recyclables faits avec des bouteilles, justement. Tu vois, donc il y a aussi l'engagement. Tu vois, les valeurs, c'est en ça un partenariat. Donc, c'est tout ça. Et les collectivités qui se disent, aujourd'hui, j'ai différentes populations, et quelles que soient tes origines, ton milieu, ton âge, on se retrouve autour d'un événement et tu as quelqu'un, Monsieur Dictée, qui porte le projet. Voilà ma promesse. Et derrière, c'est pas tu vas venir et me dire j'ai envie de faire une dictée et je te dis vas-y, on fait ça vite fait. Tu vas m'appeler 50 fois, je vais répondre 50 fois. Et s'il faut rajouter des choses, je vais le faire et avec le sourire et je kiffe. Tu vois, et je vis de ça. Tu sais, c'est marrant et c'est également très intéressant dans le sens où tu fais de la dictée, mais tu as réussi à rendre une chose très banale, très scolaire, très... tu te dis, une dictée quoi. Ouais. Tu as réussi à transformer ça en quelque chose de lucratif, dont Ouais. tu as envie. Oui. Et en plus de ça, tu prends ton pied, quoi. Tu likes. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors, avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance. La dictée même, c'est une grosse organisation. Oui. Quand j'ai une grosse organisation, tu fais des dictats à des centaines et des centaines de personnes dans des lieux très prestigieux quand même, Champs-Élysées, etc. Comment est-ce que tu fais en termes d'organisation pour faire ce type d'événement? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui veulent se lancer aussi dans l'événementiel. D'accord. Et pour avoir été dedans aussi, c'est pas facile. C'est non, je vois ce que travail. tu veux dire. Ouais. Comment est-ce que tu fais justement pour réussir à t'organiser et à faire autant d'événements avec une telle ampleur
aussi, je dirais pas aussi facilement. Si, avec peu de moyens, Avec parce peu que de ça moyens. me demande pas. En fait, il faut juste... Il y a un élément important. Aujourd'hui, j'en ai conscience, avant peut-être moins. C'est que tout à l'heure, tu sais, je te parlais du curriculum vitae, genre, mon CV, pour être vulgaire ou assez concis, c'est que mon CV, avec la presse, avec tout ce que j'ai pu faire, va m'amener à pouvoir avoir accès à des partenaires qui vont me faire confiance. Tu vois, je te donne un exemple. Je suis toujours touché et reconnaissant. Et je pense par exemple à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, qui m'a mis à disposition la salle ovale où a été tourné Arsène Lupin, où t'as pas mal, c'est une salle prestigieuse, où il y a eu des travaux pendant 10 ans, et te dire, en fait, ils te laissent un lieu pour organiser une dictée, tu dis en fait pourquoi ils sont aussi bienveillants, accessibles, dans la dynamique, mais c'est tout simplement si ton travail il est identifié, et pour le coup c'est là où le mot partenariat fait sens. C'est que derrière tu vas amener un événement, que de l'autre côté on veut aussi ouvrir au grand public, à tous les publics, l'accès à la culture, et les choses vont s'inscrire assez facilement. Mais derrière, effectivement, il faut avoir un CV, tu peux pas arriver... En France, c'est une des choses qui au début peut être frustrante, c'est qu'on n'a pas accès tout de suite aux choses. Et c'est normal, en fait, il faut faire tes preuves. Et faire tes preuves, ça peut se faire en années, ça peut se faire, il faut du temps en fonction des événements. Donc effectivement, aujourd'hui, de par les partenaires et le travail réalisé, et les promesses aussi accomplies, pour le coup, ou tenues, promesses tenues, c'est peut-être plus juste, derrière, j'ai accès à pas mal de choses. Donc, et même maintenant, ça, c'est à l'étranger carrément, à la dimension internationale. Tu vois, je vois même plus la dictée aujourd'hui. Un point essentiel, c'est que le week-end dernier, j'étais à Gisors, j'étais à Cléon, et c'était devant une centaine de personnes. 200 personnes, un peu plus d'une centaine de personnes à Cléon, 200 personnes à Gisors, et que je sois à Cléon, Gisors, ou sur le Champ de Mars, ou au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, ou à Doha au Qatar, pour moi, ça reste un événement destiné au public. Et donc, je ne fais pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie de lieu, même si, évidemment, tu vas avoir des retombées presse complètement différentes en fonction du lieu. Mais tu vois, d'abord, c'est un projet, et c'est un projet que je défends, et avec respect envers les publics. Et je ne vais pas être méprisant en me disant « Ah, je vais tel endroit, etc. » Parce que tu vois, des fois, aujourd'hui, on me dit aussi c'est cool que tu viennes ici. Mais en fait, c'est mon travail. Mon travail, c'est de faire de la transmission, c'est de partager un moment autour des mots. Et je ne vais pas m'amuser à regarder, en fait, en fonction de la seule contrainte réelle, c'est la disponibilité, c'est tout. Si je suis à tel endroit, je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. C'est incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes track records aussi, c'est-à-dire parce qu'on ne se rend pas compte encore, tu vois, mais c'est pas, comme on dirait chez moi, c'est pas petite affaire, tu vois, dans le sens où je sais que tu es quelqu'un de très humble, mais quand même tu as fait un nombre de dictées qui commence à être assez intéressant, et en même temps il y a eu un nombre de personnes qui y ont participé. Et comme tu l'as dit, c'est pas dans des MJC, etc. Non pas pour réduire le charisme de l'espace, mais il faut quand même oser aller faire ces événements dans ces lieux-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes scores, de ce que tu as fait concrètement Encore une fois, alors je vais revenir sur une chose parce que c'est important. Tu sais, le mot humilité, on l'utilise, on va dire, mais je pense que quand tu es en phase, moi je suis quelqu'un de très réservé à la base. Et quand tu es réservé, tu vas pas, tu sais, tu as un peu un truc de légitimité, tu vas t'effacer, etc. C'est pas du tout mon cas aujourd'hui, mais ça a toujours été comme ça. Donc à un moment, quand tu prends confiance en toi, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu as construit par les projets, je te parle construit, tu vas être apaisé et tu vas pas avoir besoin de le montrer. Donc tu peux t'effacer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, aujourd'hui, je suis au service des gens et je mène un projet. Donc ça, c'est la première chose parce que tu sais, on va se dire, forcément, quand il y a une visibilité ou une résonance ou un impact aussi dans les projets que tu vas mener, ça ne veut pas dire que tu dois marcher sur les gens ou changer. Je pense que ça, c'est important
Et la notion de travail, en fait, ton travail, c'est quel est ton travail et pourquoi tu le fais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, tu as parlé des MJC. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Quel que soit le lieu, moi j'ai déjà fait des dictées où il n'y a pas grand monde et peu importe. Et maintenant, effectivement, ça amène à comment tu passes, par exemple, d'une dictée en gare avec SNCF Gare et Connexion et France Culture, devant 50 personnes, à une dictée où tu te dis, tu peux avoir 1000 ou 1500 personnes. En fait, que j'ai 1000 ou 1500 personnes, j'imagine que je suis devant une personne. Donc je viens, je fais la dictée, je le fais avec bienveillance, je vais articuler, je vais faire mon travail et je vais être professionnel. Ça, c'est pour la partie restitution. Donc tout simplement. Et après, à force de faire, tu le fais, c'est facile. C'est facile parce que tu maîtrises ton environnement. Et surtout, il y a un autre point, c'est être à l'écoute des gens. Quand tu viens faire la dictée, que tu fais ta dictée, que tu t'amuses, que tu prends du plaisir, que tu es à l'écoute et que tu échanges avec respect, on te renvoie quelque chose en fait. On te renvoie des signaux, on apprécie. Et là, ça te nourrit. Donc je pense qu'il y a tout ce... Tu vois, là, après, on est rentré aussi dans autre chose. Tu as parlé d'état d'esprit tout à l'heure quand tu entreprends. Il y a aussi la partie livraison, en tout cas dans le cadre de la dictée, où il y a quelque chose qui circule. Donc si tu veux que les choses circulent, il faut être aussi... avoir une ouverture, une écoute et être apaisé au mieux. Et je ne l'ai pas toujours été, hein. Tu sais, même quand tu es introverti, tu as des colères, tu as des frustrations, etc. Puis tu grandis. Et je pense que les épreuves que tu vas surmonter, alors épreuves, hein, ça peut sembler, c'est pas la fin du monde, hein, épreuve, hein, mais les combats que tu vas réussir, les victoires que tu vas décrocher, c'est toujours des petites pierres que tu vas poser dans ton édifice intérieur. Mais carrément, et puis c'est ce qui fait un petit peu ta légende aussi. C'est si à un moment donné, c'est Rachid qui était Rachid, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Et même en toute humilité, on peut être humble, mais on peut avoir nos résultats. Exactement. Ça, c'est super important. C'est que moi, je suis beaucoup... c'est ma façon un petit peu d'être très, très... un peu froid dans le business. C'est... carré, en fait. Carré, toi, tu mets un cadre, en fait. C'est important. C'est... il faut que ce soit fait, il faut que ce soit bien fait, et il faut qu'on parle de nous bien. Quand on parle de nous bien, même les prophètes n'ont pas réussi à rassembler le monde entier. Bien sûr. Et ça, toute culture confondue et toute religion confondue. Mais on peut ne pas être aimé, mais il faut qu'on apprécie le boulot. Dire, peut-être que je n'aime pas sa personne, mais concrètement, quand il est là, quand il fait le boulot, il l'a fait jusqu'au bout. Et je pense que tu es l'une de ces personnes parce que à t'entendre parler qu'il y ait, tu fasses des dictées au Qatar ou aux Champs-Élysées ou bien dans les MJC, ce que j'ai apprécié, c'est que tu dises, je suis là pour servir les personnes qui participent, mais surtout, je prends toutes ces personnes comme une personne. Complètement. Et ça, c'est un truc de ouf parce que c'est, tu as employé le terme aussi livrabilité. Livrer le service aussi. Beaucoup d'entrepreneurs oublient cette partie aussi. Tout à l'heure, on parlait des 50-50 là. C'est que beaucoup de personnes, très souvent, ils se focalisent à fond sur le produit. C'est-à-dire qu'ils ont des produits de dingue, et par contre, qu'ils ne répondent à aucune demande. Ou bien de l'autre côté, ils sont à fond sur l'acquisition de clients, mais par contre, ils n'ont pas de produit qui soit bien adapté. Donc, quand tu bosses à fond sur cette partie livrabilité qui fait partie, fait un petit peu partie de l'aspect produit, à un moment donné, en fait, c'est un combo magique parce que si tu te donnes, même si au départ tu n'as pas, après tu me diras si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord, je t'écoute attentivement. Tu me diras concrètement, si tu réussis à créer un produit qui est en adéquation concrète avec, même au début, surtout au début de l'entrepreneuriat, qui est en adéquation avec une cible potentielle, mais même si cette cible n'est pas, en fait, elle n'est pas très très intéressée au début, mais à force de livrer de la qualité en quantité, avec de l'expérience, bien sûr, avec de la volonté tout le monde est égal un client concrètement, et ce client, je veux l'avoir et je veux bien le livrer, et bien concrètement, tu avances. Parce que tu as des feedbacks qui viennent. Et ça, tu me l'as fait comprendre également tout à l'heure, dans le sens où tu as lancé un projet, tu as servi des personnes, et c'est grâce à toutes ces interactions à travers, avec les partenaires, tes clients, tes fournisseurs, l'histoire du dimanche soir, toutes ces galères-là qui ont fait que la dictée, c'est toi concrètement, et c'est au niveau où on est là actuellement. Et souvent, on voit ça très souvent chez les artistes, tu vois. Quand je parle des artistes, surtout les peintres, etc., ou les graphistes, etc. Dans le sens où très souvent, quand on les voit livrer un produit final, ça peut être la peinture ou toi, par exemple, pour la dictée,
on se rend pas compte du nombre de temps, Ouais, d'années qu'il y a eu derrière bien sûr. pour pouvoir être capable de livrer Mm. une telle qualité de service. Ouais. Parce que remplir le stade de France, tu le dis en toute humilité, de un, c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais. Et de deux, il faut une grosse organisation. Ouais. Et voilà quoi. Non, franchement, Ouais. c'est pour te dire que c'est un gros travail que tu fais. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Bah, pour le coup, merci infiniment. Je pense que dans ce que tu dis, tu l'as résumé et tu as ce souci de bien faire les choses. Je vois dans nos échanges comment tu as construit cette rencontre, etc. Tout est cadré, tout est carré. J'ai apprécié tu vois, les invitations, tout est carré et ça montre que vraiment, je pense que tu as cette volonté de montrer par l'exemplarité dans ta manière d'entreprendre. Et ça, c'est juste intéressant ce que tu disais. Moi, peut-être que j'ai encore une autre démarche où ça va être l'idée et comment je la co-construis et avec tout le monde. Donc, c'est très, très, très intéressant que tu vois, on partage les mêmes valeurs ou la même vision et pourtant, on n'a pas le même fonctionnement parce que notre ADN est différente. Et ce que tu as dit, c'est très important. En fait, je trouve que tu as abordé le point le plus important quand tu entreprends. C'est la qualité de tes services, de ta prestation, la livraison. Ce que tu vas livrer, c'est ce que retiendra ton interlocuteur ou ton interlocutrice. C'est vraiment ça qui est le plus important. Parce que si tu as vendu, je dis bien, une promesse non tenue, là, tu es un vendeur. Tout simplement. Et là c'est le côté galvaudé de développer un projet où effectivement, t'as fait une vente. Un peu comme quelqu'un qui voulait absolument faire ses chiffres. Et je pense que quand tu développes un projet, tu n'as jamais fini de le faire grandir, tu n'as jamais fini de l'enrichir, d'avoir différentes situations. Et je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, je suis à un stade de maturité sur la dictée, mais en sachant que la dictée, c'est juste une partie de l'iceberg, parce que derrière de la formation, il y a plein d'enjeux qui répondent aussi à demain. Et c'est un peu à travers ça que je me projette, parce que finalement, la dictée, c'est la partie visible et événementielle. Mais derrière l'événementiel, quelles offres tu peux proposer? Et ça, je l'ai appris avec le temps, en fait, et puis avec toutes ces expériences autour du magazine, avec le street marketing, etc. D'ailleurs, parle-nous-en. Cette année, tu prépares quoi? Qu'est-ce qu'on attend de Monsieur Dicté cette année? Je pense que là, l'étape, elle est vraiment de développer le volet formation. Le volet formation, parce qu'après, sur la dictée, je pense qu'en France, il est identifié. Je travaille avec les collectivités, quelles que soient les tailles, que ce soit des villages, des villes de plus de 20 000 ou moins de 20 000 habitants. Je travaille aussi à l'international. Je suis reconnu à l'international par des organismes, des instances, justement, les instances de la francophonie, avec qui c'est un plaisir de travailler. Un gros remerciement à Mouna, par exemple, et les équipes aussi de l'Alliance française à Addis Abeba, forcément le lycée franco-qatarien de Doha, tu vois, toutes ces rencontres, à l'équipe d'Axiom Academy aussi, qui fait du soutien scolaire, avec qui on a un très beau projet de tournée européenne de dictée. Donc tu vois, c'est un peu, là il va y avoir la continuité, la pérennisation du projet en France, mais à l'international, et avec surtout sa professionnalisation. Ça, c'est très important. La professionnalisation qui va amener à des partenaires plus conséquents et qui vont aussi, dans leur engagement RSE, dans l'ADN aussi de leurs valeurs exposées, de se dire que l'écriture, c'est un acte, et c'est un acte essentiel dans notre société. Et finalement, ces partenaires vont devenir acteurs. Donc voilà un petit peu le positionnement. Et après, il y a le volet effectivement formation. Là encore, il y a plein de choses à découvrir. Je pense que je vais m'éclater. Donc je tends vers ça. Et sans avoir la boule au ventre du dimanche soir. La fameuse boule au ventre. Ah là là, Je me rappellerai de ça. Je sais pas si c'est le cas pour toi, mais je te le souhaite pas. Mais je pense que tu as pas mal de gens qui savent de quoi on parle. Franchement, tout entrepreneur, en tout cas, qui est réussi ou pas, doit avoir senti ça. Et je pense pas que c'est une mauvaise expérience. Je pense que ça nous permet de... Ça fait partie des étapes, exactement. Il n'y a pas le choix. Exactement. Dis-moi, on arrive J'allais à la rebondir fin sur un truc. La réussite, parce que tu as parlé de réussir. Je pense que quand on est entrepreneur, il n'y a jamais de finalité. On s'accomplit, on s'épanouit, mais tu sais, c'est des challenges personnels. Tout à l'heure, je te parlais de l'édifice perso avec les petites pierres composées et tout. Mais il n'y a pas de réussite, en fait. Voilà, après, tu as des gens...
désolé de faire ce détour et t'interrompre, Non, t'en fais mais pas. j'ai rencontré C'est intéressant. à Addis Abeba un entrepreneur qui avait la soixantaine. Et lui, à 57 ans, il avait 1000 salariés, il faisait pas mal de production de produits. Et en échangeant avec lui, il m'a dit, écoute, à la cinquantaine, j'ai commencé à tout vendre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on entreprenait, on ne cessait de grandir, on ne s'arrêtait jamais de relever des défis. Et tu vois, même les gens qui ont réussi, alors dire réussir quand tu as 1000 salariés comme ça, c'est conséquent, etc., bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est une forme de boulimie, l'entrepreneuriat. Et qu'à un moment, la vie, elle défile. Tout à l'heure, on a parlé des enfants, les enfants grandissent. Et je pense que c'est bien aussi d'essayer de trouver un équilibre pour avoir du temps, pour faire de la transmission, pour avoir du temps pour toi, parce que c'est important d'en avoir. Et je pense que quand on entreprend, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as vu même quand tu te couches, « Ah, j'avais oublié ça, ah, je pense à demain, nan. On est toujours en train de réfléchir. Donc je pense que c'est bien d'avoir ce temps. Donc la réussite, c'est vraiment subjectif. C'est chacun voit la réussite de son angle de vue, de ses envies. Et tout simplement, voilà, parce que le mot réussite, on a parlé d'échec. L'échec, ça n'existe pas, c'est de l'expérience. Et je pense que réussite, il n'y en a pas non plus. C'est l'accomplissement de chaque individu. Voilà, c'est important parce que c'est vraiment, je pense qu'il faut essayer de rassurer les gens et de vraiment être précis sur certains points qu'on n'aurait pas abordés. Quel philosophe. Je t'avais dit, je ferais de la philosophie. Je t'avais dit, c'est cool. Non, je partage ton point de vue. Et tu sais que j'avais pas vu comme ça. Mais c'est vrai que le fait que tu parles de ton ami qui a plus de 1000 salariés, etc. Et en fait, ça m'a tilté quelque chose. Enfin, il y a eu un déclic qui m'est arrivé là. C'est que, en fait, je pense que je ne m'arrêterai pas. Et je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Mais c'est vrai que même la dernière fois, je parlais avec une amie aussi qui est entrepreneur qui me dit je travaille trop. Ok, bon, le travail là d'habitude. Et m'a dit mais c'est quand que tu comptes t'arrêter ou c'est quand que tu comptes. Je dis mais pourquoi faire? Enfin, c'est ce que j'aime et je sais que. C'est ce qui t'anime. Et moi, par exemple, j'ai peur de la retraite. Je pense que Tu penses même pas à la retraite en réalité. En fait, je dépérirais si je restais juste assis comme ça ou. En fait, là. Pour moi, je profite de la vie comme ça. Bien sûr. Et en travaillant, en faisant des projets, en créant des choses. Et il y a certaines personnes qui, justement, c'est pour ça que je parle de ça. C'est très intéressant ce que tu as dit. Il y a un truc là. Il y en a, ils n'ont pas justement... il y en a, ils se disent, bon, bah, je vais faire 1 million, bah, j'ai réussi, du coup, j'arrête. Je ne pense pas que ce soit que j'ai un but financier. J'ai plus un but de créateur. J'ai envie de t'épanouir, d'avancer, de faire des choses, de t'accomplir dans tes projets en fait. Et pas si tu me vois bien, j'ai les grands yeux parce que ce que tu dis, c'est vraiment ça. T'aimes ce que tu fais. Et puis je pense que de ce qu'on a pu échanger en off, c'est que tu aimes ce que tu fais, t'aimes apprendre, t'aimes avancer et après t'es lancé en fait. Et t'es pas du tout dans une dynamique de penser à la fin. Et après pareil, je pense qu'il faut aussi, quand on est salarié, en fait, on a une carrière et je pense que même quand on arrive à la retraite, les retraités sont actifs, en fait. Les retraités sont... Tu vois, donc je pense que la retraite, se dire « Ouais, j'attends la retraite », c'est un leurre, en réalité. On est toujours actif, alors tu peux avoir tes points, mais tu fais toujours quelque chose. Au contraire, le travail, c'est la santé, parce qu'on nous dit, les plus jeunes te disent « Ouais, moi, je veux un bon salaire, ouais, non. » Mais en réalité, kiffons nos vies. Apprenons, faisons du mieux que nous pouvons et surtout si on transmet des choses. Et si on part de ces valeurs collectives, communes et tout, on ne peut que s'accomplir, tu vois, on peut faire que de belles choses. Et c'est pour ça que les entrepreneurs ne peuvent pas te vendre de rêves. Les vrais entrepreneurs, c'est parce qu'ils sont dans une dynamique de faire, de s'accomplir et de partager. Donc c'est ta démarche, c'est au début de la démarche. Donc très intéressant. De toute façon, ce que je dis tout le temps, moi, c'est que le salaire, c'est la résultante du travail que tu fournis. Exactement. Donc, de tes compétences, de tout ce que tu as développé. Exactement. En tout cas, top. Super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait une bonne heure là. Ouais. Je te remercie d'avoir joué le jeu, hyper intéressant. J'aimerais que, si tu as un dernier mot à envoyer aux entrepreneurs ou aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Force. F-O-R-C-E, force. Force. C'est la seule chose.
Parce que c'est l'énergie, il y a tout dedans. Le courage, la résilience, les idées. Je pense que c'est le mot qui résume le mieux l'entrepreneur, parce qu'il faut des forces pour se relever, il faut des forces pour créer la dynamique, il faut des forces vives aussi pour développer le relationnel, concrétiser des projets. Ouais, force, c'est le mieux. Super, parfait. On te retrouve où, Rachid? Je sais pas, où vous voulez. LinkedIn, Insta, Facebook. Ouais, LinkedIn, j'aime bien. Insta, mais j'ai l'impression d'être un vieux schnock quand même. Moi, je suis débordé. Tu sais, je suis là, je mets des photos comme 1982. C'est pas le truc, le digital. Pourtant, j'ai plein de choses à partager, mais je pense que je vais essayer de m'appuyer sur votre expertise pour un peu me remettre à la page. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie encore une dernière fois. Merci à vous et merci à l'équipe. C'était vraiment génial et on se dit à la prochaine. Avec grand plaisir à ta disposition. Je pense que ce sera un plaisir de t'accueillir. Je sais pas, j'ai plus 6 mois, j'ai plus 1 an pour faire un petit retour de ce qui s'est passé. Si tu as réussi à faire ton introduction 2.0 dans le digital, etc. Toutes ces choses-là. Je rigole, je pense aussi, est-ce que je suis revenu au dimanche Je te le souhaite pas, ces trucs-là. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Yes. Allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.